Il y a une chose que personne ne vous dit sur les urgences. Pas la violence, pas le sang, pas la mort. Ce qu'on ne vous dit jamais, c'est le silence qui suit. Ce moment où vous posez vos gants, où vous regardez vos mains, et où vous vous dites « J'ai gagné ». Encore une fois, j'ai gagné. Ahmed Ben Ali connaissait ce silence mieux que n'importe qui. Il en était dépendant. Et ce silence, dans les Alpes-Maritimes, en octobre 2019, allait se retourner contre lui d'une façon qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Ahmed Ben Ali est né à Marseille en 1981, dans le quartier de la Belle de Mai, d'un père algérien mécanicien et d'une mère infirmière qui rentrait toujours du travail avec les yeux un peu trop creux pour son âge. Il a grandi entre les odeurs de cambouis et d'antiseptiques, entre les mains d'un homme qui réparait les moteurs et d'une femme qui réparait les corps. Il avait décidé très tôt qu'il ferait la même chose que sa mère, mais en mieux. Pas par arrogance, par vocation, par cette certitude tranquille de certains enfants qui savent exactement pourquoi ils sont là. Il entre en médecine à 19 ans. Il ressort urgentiste à 31, avec un mémoire remarqué sur la gestion du stress décisionnel en contexte de triage massif. Ses professeurs le décrivent comme méthodique, brillant et légèrement imperméable aux émotions. Ce dernier point n'est pas une critique. En urgence, l'imperméabilité aux émotions n'est pas un défaut. C'est une compétence. À l'hôpital de la Timone, à Marseille, Ahmed devient rapidement une référence. Pas parce qu'il est le plus rapide ou le plus fort, mais parce qu'il ne panique jamais. Jamais. Ses collègues ont une expression pour ça. Ils disent qu'Ahmed a un thermostat intérieur réglé sur 0. Peu importe la température autour, lui reste froid. Un adolescent qui arrive avec une balle dans la gorge un vendredi soir. Une femme enceinte en arrêt cardiaque. Un enfant brûlé à 70%. Ahmed entre dans la pièce, évalue, décide, agit. Dans cet ordre. Toujours dans cet ordre. Il a une façon de parler à ses internes qui en dit long sur sa philosophie. Il leur dit, le corps humain est un problème. Votre rôle, c'est de le résoudre. Vos émotions ne font pas partie de l'équation. Le jour où vous pleurez dans cette salle, c'est le jour où vous devenez dangereux. Ce n'est pas de la froideur. C'est de la précision. Et pendant 7 ans, cette précision a fonctionné. 7 ans sans perdre un patient qui aurait dû survivre. 7 ans à rentrer chez lui avec ce silence dans les mains. Mais il y a une fissure. Une toute petite fissure que ses collègues commencent à voir, même si personne n'ose en parler. Ahmed ne dort plus vraiment. Il dort entre 2 et 5 heures par nuit, se lève, consulte ses dossiers, lit des articles médicaux à 4 heures du matin. Sa femme, Yasmine, dit qu'il est présent physiquement mais absent autrement. Comme si une partie de lui était toujours restée à l'hôpital, planté dans ce couloir blanc sous les néons, en train d'attendre le prochain problème à résoudre. Il ne prend pas de vacances. Ou plutôt, il prend des vacances comme il fait tout, par obligation logique. Son chef de service lui impose 2 semaines en octobre 2019. Ahmed accepte, choisit une randonnée en solo dans les Alpes-Maritimes, dans le secteur du Mercantour, et emballe son sac avec la même rigueur qu'il prépare un protocole médical. Liste de matériel, vérification systématique, itinéraire déposé auprès du bureau des guides locaux. Il dit à Yasmine qu'il sera de retour dans 5 jours. Il embrasse ses 2 filles. Il monte dans sa voiture. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que dans les Alpes, il n'y a pas de protocole. Le premier jour est parfait. Ahmed marche 7 heures, dépasse le refuge de la Madone de Fenestre, monte vers le col de Fenestre à 2450 mètres d'altitude. Le ciel est d'un bleu métallique, l'air sent le granit et le froid propre, et pour la première fois depuis des mois, il n'entend rien. Pas de bip de moniteur cardiaque, pas de sonnerie de téléphone, pas de voix qui appelle son nom dans un couloir. Juste le vent, et ses propres pas. Il note mentalement que la marche est thérapeutique. Il note que l'altitude a un effet mesurable sur sa respiration. Il note que la lumière à cette heure-là tombe à 45 degrés sur la paroi et du col. Ahmed note tout. Même en vacances, il observe, analyse, classe. Le deuxième jour, il dévie légèrement de son itinéraire. Ce n'est pas une erreur à ce stade.
C'est un choix calculé, il a repéré sur sa carte un vallon secondaire qui semble proposer une vue sur les lacs de Valmasque, et le détour ne représente qu'une heure de marche supplémentaire. Ahmed est en bonne forme physique. Il court 3 fois par semaine. Il connaît ses capacités. Il fait ce détour. Ce qu'il ne peut pas calculer, c'est que le sol là-haut, après les gelées nocturnes d'octobre, ressemble à de la pierre solide et se comporte comme du verre. Il glisse à 10h47 du matin. Il le sait parce qu'il regarde sa montre au moment où son pied part, le réflexe du médecin qui note toujours lors d'un événement. Il tombe sur 4 mètres, percute une corniche de schiste et s'arrête contre un rocher. Il reste allongé pendant ce qui lui semble être 30 secondes, le temps que son cerveau recalibre l'ensemble de la situation. Premier bilan. Il est conscient. Bonne nouvelle. Il respira normalement. Bonne nouvelle. Sa tête n'a pas heurté la paroi. Bonne nouvelle. Il commence à inventorier son corps comme il inventorie ses patients. Membres supérieurs, fonctionnels, légères écorchures sur l'avant-bras gauche. Membres inférieurs, douleur intense à la cheville droite, mobilité réduite mais présente. Thorax, douleur à la palpation de 2 côtes inférieures à droite, probablement fêlée, pas cassée. Tête, pas de douleur à la palpation, pas de troubles visuels, pas de nausées. Il se redresse. Pose le pied droit au sol. La douleur est immédiate, vive, localisée. Il dit tout haut, dans le silence du vallon. Entorse sévère, probablement ligamentaire, peut-être fracture de stress de la malléole externe. Il dit ça comme il dirait le diagnostic d'un patient. Avec la même distance clinique. Avec le même calme. Puis il regarde autour de lui. Et là, pour la première fois, quelque chose change dans ses yeux. Il est dans un repli de terrain invisible depuis le sentier principal. Son téléphone capte 0 bar. Sa radio de secours, qu'il avait attachée à la bretelle extérieure de son sac, a disparu dans la chute. Il peut voir l'accroc dans le tissu où elle était fixée. Le matériel de secours est dans son sac. Bandage, anti-inflammatoire, couverture de survie, nourriture pour 3 jours. Il a de l'eau pour 24 heures. Le vallon dans lequel il est tombé est encaissé, en nu, avec des parois de 40 mètres de chaque côté. Il faudrait remonter par où il est descendu ou trouver une autre sortie. Ahmed s'assoit sur le rocher, sort son carnet, et commence à écrire. Il fait exactement ce qu'il ferait devant un cas clinique compliqué. Il pose le problème sur papier. Variables connues, variables inconnues, options disponibles, risque de chaque option. Sa main ne tremble pas. Son écriture est lisible. Il passe la première nuit dans le vallon, protégé sous une surplombance de rochers, enroulé dans sa couverture de survie. Il dort 3 heures. Quand il se réveille, il fait -7 degrés. Il mange la moitié de ses rations et planifie sa journée. Les jours 2 et 3, il tente de remonter la paroi ouest. La cheville lui permet de poser le pied mais pas de pousser fort. Il trouve un appui avec un bâton de marche, avance, teste la roche. La deuxième tentative l'amène à 30 mètres du bord avant qu'une prise cède sous ses doigts. Il redescende. Pas de chute cette fois. Juste le constat froid qu'il ne peut pas sortir par là. Le 4e jour, il décide d'explorer le fond du vallon vers l'est. Sa logique est simple, l'eau coule quelque part, et l'eau trouve toujours une sortie. S'il suit le filet de ruisseau glacé qui longe le fond rocheux, il finira par atteindre un point plus bas, un point accessible, un point visible depuis un sentier. C'est du raisonnement médical appliqué à la géographie. Cause consequence solution. Et c'est là que survient ce que personne n'aurait pu prévoir. Ahmed suit le ruisseau pendant 2 heures. La progression est lente, douloureuse, mais possible. La cheville supporte. Le paysage s'ouvre légèrement. Il commence à croire que son plan fonctionne. Et puis le sol change sous ses pieds. Ce qu'il pensait être de la terre compactée est en réalité une zone de sol saturée d'eau, une sorte de marécage de montagne dissimulé sous une fine couche de végétation gelée en surface. Il enfonce d'abord jusqu'aux genoux, puis, en voulant reculer, jusqu'à la taille. La panique ne monte pas tout de suite. Ce qui monte d'abord,
c'est l'incrédulité. Ahmed Ben Ali, médecin urgentiste, logicien, planificateur, se retrouve coincé dans un marécage de montagne à 2000 mètres d'altitude, incapable de se dégager. Il connaît le syndrome de l'hypothermie par immersion. Il sait exactement combien de minutes il a avant que sa température corporelle commence à descendre dangereusement. Il sait tout ça. Et il ne peut pas s'en sortir seul. Il faut 22 minutes pour qu'il réussisse à s'extraire, en utilisant ses 2 bâtons de marche comme levier et en rampant sur le côté vers la végétation plus dense. 22 minutes de froid absolu, d'eau noire, d'un silence de montagne qui ne ressemble à rien de ce qu'il a connu. Quand il sort, il est trempé jusqu'à la poitrine. La température est de 2 degrés. Sa cheville droite, sous l'effort de l'extraction, a empiré. Il ne peut plus poser le pied sans que la douleur lui remonte jusqu'au genou. Il retourne à son abri sous la surplombance. Il retire ses vêtements mouillés, les étend sur les rochers, s'enroule nu dans la couverture de survie et attend que la chaleur revienne. Et pendant qu'il attend, pour la première fois depuis le début, il ne prend pas de notes. Il ne fait pas de liste. Il ne planifie rien. Il reste juste là, dans le froid, à écouter son propre souffle. Et ce souffle, il l'entend différemment. Plus court. Plus fragile. Pour la première fois depuis 7 ans de carrière, il entend son propre souffle et il pense « Je peux mourir ici ». Pas comme une information clinique. Comme une vérité viscérale. Comme quelque chose qui arrive par le bas, par les intestins, pas par le cerveau. Je peux mourir ici, et personne ne le saura avant des jours. Son thermostat intérieur, celui réglé sur 0, commence à trembler. Le 5e jour, Ahmed ne mange presque rien. Pas par stratégie de rationnement, mais parce qu'il n'a plus faim. Son corps commence à faire des choix sans le consulter. Il dort plus longtemps, par intermittence, et ses rêves sont étranges. Il rêve de la salle des urgences mais les couloirs sont en forêt, les murs sont de la roche, et ses patients ont tous le même visage, un visage qu'il ne reconnaît pas avant de se réveiller en sursaut. Il a encore une ration et demi de nourriture. 2 barres énergétiques, quelques noix, la moitié d'un gel isotonique. Il a de l'eau, le ruisseau, cette fois suivi de loin, prudemment. Sa couverture de survie commence à se déchirer sur un bord. Sa cheville droite est enflée au point que sa chaussure ne rentre plus. Il l'a desserrée complètement mais ne peut plus la retirer sans risquer de ne pas pouvoir la remettre. Le médecin en lui établit un pronostic. Il ne veut pas, mais il le fait malgré lui, comme un réflexe conditionné. Déshydratation progressive, hypoglycémie, hypothermie nocturne, impossibilité de progression autonome, absence de signal de localisation. Si personne ne le cherche dans le bon secteur, les chances de survie au-delà du 8e jour sont, il s'arrête là. Il refuse de finir la phrase. Mais la phrase est là quand même. C'est à partir du 5e soir que quelque chose de très étrange commence à se produire. Ahmed, l'homme des listes et des protocoles, arrête d'utiliser son carnet. Il l'a consulté 4 fois dans la journée, relu ses notes, cherché quelque chose qu'il n'arrivait pas à identifier. Et soudain il a compris ce qu'il cherchait, une variable qu'il n'avait pas encore prise en compte. Une variable que son entraînement médical n'avait jamais intégrée parce qu'elle ne peut pas être mesurée. L'instinct. Dans 7 ans d'urgence, il a toujours cru que l'instinct était un mot que les mauvais médecins utilisaient pour justifier des décisions non documentées. Il le disait à ses internes, si vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous avez fait ce choix, c'est que vous avez peut-être eu de la chance. La chance n'est pas une méthode. L'instinct n'est pas une méthode. Mais là, dans ce vallon, son corps commence à lui parler en dehors des mots. Le 6e matin, il se réveille avec une sensation qu'il ne saurait pas nommer avec précision, une direction. Pas une idée, pas un calcul. Une direction. Comme si quelque chose dans sa cage thoracique pointait vers le nord-est, vers le haut de la paroi et qu'il n'avait pas encore tenté. La paroi avait l'air plus raide que la paroi ouest au premier regard. Sa logique l'avait écarté immédiatement. Plus raide, plus dangereux, option à éliminer. Mais son corps, ce matin-là, ne semble pas d'accord avec sa logique. Il reste assis pendant 1 heure, à résister à cette sensation.
Il la passe au crible de son raisonnement, cherche à la disqualifier. Mais plus il essaie de la raisonner, plus elle persiste. Ce n'est pas un signal clair. Ce n'est pas une certitude. C'est quelque chose de beaucoup plus humble, une préférence du corps. Une inclination. Quelque chose qui dit « pas là-bas, là-haut ». Ahmed se leve. Il regarde la paroi et, à la lumière du matin, sous un angle différent de celui du premier jour, il voit quelque chose qu'il n'avait pas vu. Une ligne brisée dans la roche, pas tout à fait verticale, qui monte en oblique vers la gauche. Ce n'est pas un chemin. C'est à peine une trace. Mais c'est une discontinuité dans la paroi, et les discontinuités sont des possibilités. Il dit tout haut, seul dans le vallon, « D'accord. D'accord. » En essai. La montée prend 6 heures. 6 heures sur une paroi qu'un alpiniste en bonne santé aurait faite en 40 minutes. Ahmed utilise les 2 bâtons, la main gauche, les genoux, parfois les coudes. Sa cheville droite supporte du mieux qu'elle peut. À plusieurs reprises, il doit s'arrêter, coller son front contre la roche froide, et attendre que la douleur redescende à un niveau gérable. Il ne pense pas. Il n'analyse pas. Il monte. Un appui, puis l'autre. Un rocher, puis le suivant. Il y a un moment, à peut-être 20 mètres du bord, où il comprend qu'il ne pourra pas reculer. En dessous de lui, la paroi est trop lisse pour descendre. Il n'y a plus qu'une direction. Et pour un homme qui a passé sa vie à calculer toutes les issues avant d'agir, être réduit à une seule direction est une expérience d'une violence silencieuse qu'il ne savait pas possible. Mais il y a quelque chose d'autre aussi, quelque chose qu'il n'attendait pas, une clarté. Sans les options, sans les variables, sans le poids de la décision optimale, il n'y a plus que le présent. Cette main sur ce rocher, ce pied sur cette prise, ce souffle dans cet air. Il n'a jamais, de toute sa vie adulte, été aussi complètement présent dans une seule action. Il atteint le bord de la paroi en fin d'après-midi. Il s'allonge sur le sol, les bras en croix, le visage tourné vers un ciel orange. Son cœur bat à 130 pulsations par minute. Il le sait sans compter, il le sent, il ne compte pas. La douleur dans sa cheville est là mais elle est loin, comme derrière une vitre. Il reste allongé 10 minutes. Puis il se retourne, s'assoit, et regarde le paysage. Il est sur un plateau de haute altitude, aplati et ouvert. Le soleil se couche à l'ouest. Il n'y a pas de sentier visible, mais il y a un fil de crête à 500 mètres qui pourrait correspondre à quelque chose sur sa carte. Il sort la carte. Ses mains sont abîmées, les doigts légèrement engourdis, mais il retrouve le fil de crête, le suit du doigt, et localise à peu près où il doit être. Il peut marcher encore ce soir. Pas vite, pas loin. Mais il peut marcher. Pour la première fois depuis 6 jours, Ahmed Ben Ali se déplace dans une direction choisie non pas par un algorithme de survie, mais par quelque chose qu'il ne peut pas encore tout à fait nommer. Il appelle ça, faute de mieux, confiance. En quoi, exactement, il ne saurait pas le dire. Confiance dans le corps, peut-être. Dans ce que le corps sait sans avoir été informé. Il marche jusqu'à la nuit. Il s'installe dans une dépression naturelle derrière un bloc rocheux, mange la dernière barre énergétique, boit ce qui lui reste d'eau. Il fait un froid extraordinaire. Sa couverture de survie fait un bruit de papier chaque fois qu'il bouge. Il pense à Yasmine. Pas comme une stratégie de motivation psychologique, pas comme il l'aurait fait s'il avait encore toute sa tête. Il pense à elle simplement, comme on pense à quelque chose qu'on aime, sans raison, sans but. Il s'endort. Le 7e matin, Ahmed ne se lève pas tout de suite. Son corps a pris la décision à sa place. Il reste allongé, engourdi, les jambes refusant de répondre normalement. Il faut 20 minutes de mobilisation progressive pour qu'il réussisse à se mettre debout. Sa cheville droite est maintenant tellement enflée que sa chaussure a créé des marques dans sa chair. Il n'ose plus toucher cette partie de son pied. Il marche ce jour-là d'une façon qu'il ne reconnaîtrait pas lui-même dans d'autres circonstances. Un appui, une pause, un appui. Il n'avance pas, il persiste. Il n'y a plus de stratégie, plus de calcul de distance, plus d'estimation horaire. Il y a juste la prochaine pierre,
et ensuite la suivante. Il n'entend pas le bruit tout de suite parce que ses oreilles ont été si longtemps accordées au silence de la montagne qu'elles ne reconnaissent pas immédiatement quelque chose d'humain. Ce n'est pas un appel, pas une voix. C'est le cliquetis de pierres déplacées, le son très particulier d'un poids humain sur de la roche. Ahmed Esserit. Echoed. Le bruit se produit à nouveau, plus proche, légèrement à sa droite vers le bas du plateau. Il n'appelle pas. Il ne peut pas appeler, pas vraiment, sa gorge est trop sèche, sa voix trop faible pour porter loin. Il change de direction, lentement, douloureusement, vers ce bruit. C'est un enfant. 12 ans, peut-être. Un sac à dos bleu électrique, une veste orange, des chaussures de randonnée trop grandes pour ses pieds. Il se tient debout sur un rocher légèrement surélevé, un bâton dans une main, et il observe quelque chose à l'horizon avec la concentration très sérieuse d'un enfant qui joue à être adulte. Il ne voit pas Ahmed tout de suite. Ahmed s'avance encore de quelques mètres. Son pied droit accroche un caillou. Le caillou roule. L'enfant se retourne. Il se regarde pendant plusieurs secondes. L'enfant voit un homme sale, barbu, les lèvres gercées, les vêtements déchirés, le pied traîné comme un fardeau, les yeux creux d'un homme qui n'a pas vraiment dormi depuis une semaine. L'enfant ne crie pas. Il ne recule pas. Il pose son bâton et il dit, avec une assurance que ses 12 en n'expliquent pas tout à fait. « Vous êtes perdu ?» Ahmed ouvre la bouche. Ce qui sort n'est pas vraiment une réponse. C'est quelque chose entre un mot et un soupir, entre une confirmation et une capitulation. Il dit « oui ». Et dans ce oui, il y a 7 ans d'un thermostat réglé sur 0, il y a le silence des urgences après la victoire, il y a les notes dans le carnet et les listes de variables et les protocoles de survie et les 22 minutes dans le marécage. Il y a tout ça, condensé dans une syllabe. L'enfant s'appelle Mathieu. Il est en randonnée avec son père qui l'attend au refuge de Besse-de-la-Combe, à 40 minutes de marche d'ici selon Mathieu qui a une montre avec GPS et une façon de le montrer qui n'est pas tout à fait de la fierté mais presque. Il sort son téléphone de sa poche, décroche 3 barres. Ahmed regarde ces 3 barres et ne dit rien. Mathieu compose le numéro du refuge sans qu'Ahmed ait besoin de demander. Il parle calmement, rapidement, avec la précision de quelqu'un qui a été bien élevé. Il y a un homme blessé sur le plateau, il faut appeler les secours, il reste avec lui. Puis il raccroche et il regarde Ahmed. Et il dit « Vous voulez vous asseoir ?» Ahmed s'assoit sur le rocher où se tenait l'enfant un moment plus tôt. Mathieu s'installe à côté de lui, à distance respectueuse, et sort de son sac une barre de céréales et une bouteille d'eau qu'il pose entre deux sans rien dire. Ahmed prend l'eau. Il boit lentement, comme on lui a appris, petite gorgée, ne pas saturer l'estomac vide. Ses mains tremblent légèrement autour de la bouteille. Mathieu ne pose pas de questions. Il regarde le paysage. Après un long moment, il dit « C'est beau par ici quand même ». Ahmed regarde le paysage pour la première fois depuis des jours. Les crêtes, le ciel, la lumière de fin de matinée sur la pierre blonde. Et il dit « Oui, c'est beau ». Les secours arrivent 50 minutes plus tard. Un hélicoptère de la gendarmerie qui tourne 2 fois au-dessus du plateau avant de se poser à 100 mètres. 2 gendarmes et un médecin de montagne sautent à terre et courent vers eux. Ahmed observe leur approche avec une partie de son cerveau qui reste professionnelle malgré tout. Bon timing, équipe bien coordonnée, le médecin prend la tête, les 2 gendarmes flanquent. Bien. C'est bien fait. Le médecin de montagne s'agenouille devant lui. Il est jeune, 30 ans peut-être, et il commence son évaluation avec les mots habituels. Comment vous vous appelez? Est-ce que vous avez eu des pertes de conscience? Est-ce que vous pouvez me dire où vous avez mal? Ahmed répond. Puis il ajoute, parce qu'il ne peut pas s'en empêcher, parce que ça fait partie de lui comme le souffle fait partie du corps. Cheville droite, probable fracture de la malléole externe, 2 côtes fêlées à droite, déshydratation modérée, légère hypothermie résiduelle. Le médecin lève les yeux de son examen et le regarde d'une façon légèrement déconcertée. Ahmed dit, médecin urgentiste. La timone. Le médecin de montagne a un petit sourire. Il dit, d'accord. Mais là, c'est moi qui m'occupe de vous. Et Ahmed, pour la première fois depuis peut-être 7 ans,
n'a aucune envie de contredire quelqu'un. Quand il charge le brancard dans l'hélicoptère, Ahmed se retourne vers Mathieu qui est resté debout sur le rocher, son sac bleu dans le dos, sa veste orange dans le vent du rotor. Ahmed fait quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire, il cherche ses mots. Pas des mots cliniques, pas des mots de rapport. Des mots vrais. Il dit « Merci, Mathieu ». Et puis il dit « Tu as bien géré ». L'enfant hausse les épaules avec cette désinvolture particulière des 12 ans qui veut dire à la fois « je sais » et « ça me gêne que tu le dises ». Puis il lève la main. Un seul geste. Et l'hélicoptère s'élève. Ahmed reste 4 jours à l'hôpital de Nice. La fracture de la malléole est confirmée, une fêlure de 2 côtes, une déshydratation qui a effrayé l'équipe plus qu'elle n'a effrayé lui. Il est dans une chambre blanche, avec un lit et un drip intraveineux et le bruit familier des couloirs d'hôpital, et il éprouve quelque chose d'étrange. Il ne sait pas quoi faire de ses mains vides. Yasmine arrive le jour même. Elle entre dans la chambre, s'assoit sur le bord du lit, et ne dit rien pendant un long moment. Elle pose juste sa main sur sa main à lui. Ahmed ne retire pas la sienne. C'est peut-être la chose la plus inhabituelle de toute cette semaine. Ses collègues appellent. Son chef de service envoie un message mi-soulagé mi-agacé, un ton qu'Ahmed reconnaît comme de l'affection déguisée. Les journaux locaux s'intéressent à l'histoire pendant 2 jours. Médecin marseillais retrouvé vivant après 8 jours dans le Mercantour. Ahmed refuse les interviews. Pas par modestie. Par quelque chose qu'il ne sait pas encore tout à fait définir. Dans la chambre d'hôpital, la nuit, il reste éveillé. Pas à analyser, pas à planifier. Juste éveillé. Il pense au marécage, aux 22 minutes d'eau noire et de froid. Il pense à la paroi et qu'il a grimpé pendant 6 heures en ne calculant rien. Il pense à ce moment allongé en haut, les bras en croix, à 130 pulsations, sans savoir quoi faire de l'absence de problème à résoudre. Et il pense à Mathieu, 12 ans, sac bleu, qui pose une bouteille d'eau entre eux deux sans rien dire. Il y a quelque chose que les Alpes lui ont pris. Son thermostat. Cette distance clinique qu'il mettait entre lui et les choses, cette vitre propre entre lui et le monde. Elle est cassée maintenant, et il ne sait pas encore si c'est une perte ou une guérison. Quand il reprend le travail, 3 mois plus tard, ses collègues remarquent quelque chose. Ce n'est pas visible tout de suite, ce n'est pas spectaculaire. Mais c'est là. Ahmed Ben Ali prend maintenant un demi-temps en plus avant de décider. Pas pour hésiter. Pour écouter quelque chose en plus de sa logique. Ses internes ne savent pas le nommer mais ils le sentent. Le chef est pareil et différent. Il est toujours précis, toujours froid dans l'action, mais il y a parfois une fraction de seconde où il s'arrête et il a l'air de consulter quelque chose qui n'est pas dans le dossier. Une interne lui demande un jour, timidement, après une nuit difficile, « Comment vous faites pour ne jamais paniquer ?» Ahmed la regarde. Il réfléchit honnêtement à la question, ce qu'il n'aurait pas fait avant. Il dit « Je ne sais pas si je ne panique pas. Je crois que j'ai appris à faire confiance à ce que je ne comprends pas encore. » L'interne ne sait pas trop quoi faire de cette réponse. Ahmed non plus, à vrai dire. Mais il la laisse là, dans l'air, sans la mettre en note. Il y a une chose qu'Ahmed n'a racontée à personne. Pas à Yasmine, pas à ses collègues, pas au psy que son chef de service lui a fortement recommandé de voir. Pendant le 5e soir, quand il était nu dans sa couverture de survie après le marécage, en attendant que la chaleur revienne, il a pleuré. Il ne sait pas pendant combien de temps. Il n'a pas regardé sa montre. Il a pleuré comme quelqu'un qui n'a plus d'option, sans raison précise et pour toutes les raisons à la fois. Pour la cheville, pour le froid, pour les années sans sommeil, pour tous les patients qu'il avait sauvés sans jamais les laisser entrer. Pour la vitre propre. Pour le thermostat. C'était la première fois qu'il pleurait depuis l'enterrement de son père, 12 ans plus tôt. Il ne sait pas ce que ça signifie exactement. Mais il sait que ça s'est passé. Et il sait que le lendemain matin, c'est après ses larmes qu'il a regardé la paroi et qu'il a senti la direction. Peut-être que c'est ça, la variable qu'il n'avait pas encore intégrée dans son équation. Pas l'instinct comme un super-pouvoir, pas quelque chose de mystique. Juste la vérité simple que le corps ne peut pas vous parler correctement si vous ne lui permettez jamais de se taire d'abord. Ahmed Ben Ali, 38 ans,
urgentiste à Marseille, homme qui sauva des centaines de vies et qui ne savait pas sauver la sienne. Retrouvé par un enfant de 12 ans. Revenu différent. Pas brisé, pas plus faible, pas moins précis. Juste plus entier. Et peut-être que c'est ça, le vrai paradoxe. Ce n'est pas l'homme infaillible qui revient des Alpes. C'est l'homme. Tout simplement. Enfin, juste l'homme.